Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Et cette fois-ci, nous sommes deux, comme autrefois, comme au début. Comme bon vieux temps. Et oui, avec Simon. Bonsoir à Salut tous, Simon. bonsoir à toutes. Voilà, et moi-même Arthur. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Voilà, en petit comité ce soir, voilà, pour vous parler tranquillement. Toi, on s'est même servi un verre de vin chacun, enfin, on est vraiment en mode posé. Là, on est limite snob là. Hein. Ouais, on se la pète un petit peu là. Ouais. Dans les nouveaux locaux d'ailleurs, on a déménagé, donc. Tout à fait. Enfin, j'ai déménagé et. Une bien belle maison. Oh, bah, merci bien. Voilà, ce sera ici dorénavant et il y aura potentiellement des lives sur Twitch, puis vous verrez peut-être nos tronches, donc ce sera intéressant. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? On ne sait pas. Il y aura sûrement des gens qui vont avoir peur, hein, mais bon, on prend le risque. Surtout s'ils voient Maxime. Ça. Coucou Maxime. Voilà. Et bien ce soir, on va vous parler franchement d'une saga qu'on apprécie beaucoup, surtout toi. Oui, bien sûr. Ouais. C'est Mission Impossible. Oui. La saga cinématographique Mission Impossible. Évidemment, ça devient d'une série à la base. Une série des années 60-70, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Et qui a même eu d'ailleurs une suite dans les années 90, Mission Impossible 20 ans après. Ah oui, c'est vrai? Ouais, qui était avec toujours Peter Graves qui jouait Jim Phelps, vieux évidemment. Ok. Et avec ils ont repris une nouvelle équipe dont le fils de... C'était Barney, je crois. Celui qui était toujours à la technique. Là, la série, j'ai jamais regardé. Mais en tout cas, il y a eu ça, ça passait sur M6, Mission Impossible 20 ans après. Il y a eu les deux, en fait. Ok. Ouais. Moi, pour te dire, j'ai vu la parodie des Inconnus, moi, la série. Mais... Oui. qui est marrante, ouais. Mais c'est une série, une série culte. Hein, voilà, de Bruce Geller, ouais. En 66, c'était le premier épisode, je crois. Voilà. Qui était... qui retraçait l'équipe les aventures d'une équipe d'espions, une espèce de société, un truc du gouvernement, genre la sous-CIA, tu vois, un peu fictif. Personne ne les connaît, ils agissent dans l'ombre et toujours inventer des stratagèmes pour récupérer quelque chose ou kidnapper quelqu'un ou sauver quelqu'un via des costumes, du maquillage, des effets sonores, des effets visuels, des trompe-l'œil, de la technique, toutes sortes de choses. Voilà. Et du coup, ça a été adapté en film. Voilà. En 96. 96, le premier, ouais. C'est quelque chose qui a été amené par Tom Cruise pour le coup. Ouais. Puisque Tom Cruise crée une boîte de prod qui s'appelle le Cruise Wagner. Ouais. Qui est son ancienne agente. C'est ça. C'est ça, hein. Exactement. Je crois que c'est ça. Ouais. Paula Wagner. C'est ça. Et c'est leur premier film, du coup, leur première prod, c'est Mission Impossible. Donc, c'est un souhait de Tom Cruise, et du coup, lui, il voulait De Palma assez vite, en fait. Ouais. Il lui a proposé le projet. De Palma qui sortait du film L'Impasse. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Qui est très bien. Bah oui, mais ça fait partie de mes lacunes. Avec Pacino, je crois, dedans. Oui. Ouais, et Sean Penn, si je m'abuse. Je sais plus. Je crois que oui. J'ai un trou. Et d'ailleurs, je crois, avant De Palma, il avait... c'était la première personne, le préposé à réaliser, c'était Sidney Pollack. Ok. Voilà. Sidney Pollack, tout à fait. Est-ce qu'ils avaient déjà tourné ensemble? Je sais plus. Ils ont tourné ensemble dans Eyes Wide Shut. Bon, c'est un autre sujet, mais oui. Voilà. Rien à voir du tout. Ouais. Mais oui, c'était Sidney Pollack et ça a duré un moment avant qu'il s'en détourne parce qu'il avait envie de tourner un film là, qui s'appelait Sabrina, Sidney Pollack. Alors, je sais pas qui est-ce qu'il a vu le jour, je ne sais pas. Okay. Mais en tout cas, voilà, s'est détourné du projet parce qu'il en avait un qui lui tenait plus à cœur. D'accord. Voilà. Donc il y a De Palma qui réalise ce film, Brian De Palma, quand même un grand réalisateur quand même. Grand réalisateur. Les Incorruptibles. Mission to Mars. Carrie. Oh, Phantom of Paradise. Ouais. Très cool aussi. Génial. Voilà, un grand réal qui n'a pas toujours eu la reconnaissance qu'on lui doit, quoi. Enfin, qui devrait avoir, parce qu'il a vraiment quelque chose. Il a une patte, il a un univers sulfureux, en polar, tout ça. Il a une manière de filmer qu'on voit d'ailleurs dans Mission Impossible, dont on va pouvoir parler, qui est hyper prenante, quoi. Des espèces de plans très serrés là sur les gens. Avec des Dutch angles en permanence. Très comic book, un peu par moment, je trouve. Ouais, carrément. C'est assez rigolo.
Au scénario, c'est David Koepp qui est au scénario. Donc c'est un grand scénariste qui a notamment fait le scénario de Jurassic Park. Voilà. Ça c'est fait. Il a dit, messieurs, dames, vous pouvez faire une croix sur votre petite feuille. Il l'a encore dit. Du coup, il n'était pas seul. Hein. Il était avec Robert Town, je crois. C'est ça. Bref, c'est passé entre plusieurs mains comme scénario. Ouais, mais voilà, au final, c'est David Koepp, je crois, qui est arrivé sur la fin, qui est un peu remanié encore. La musique de Danny Elfman. Le compositeur de la plupart des films de Tim Burton. Des Spider-Man de Sam Raimi aussi. Ouais. Qui fait le taf. Du coup, absolument. Voilà. Très très bien. Voilà. D'après le fameux thème de Lalo Schifrin, le compositeur de la mythique musique de Mission Impossible. Mais oui. Voilà. Complètement. Voilà. Avec la mèche. Avec la mèche, toujours, et qui a été reprise d'ailleurs par divers compositeurs, toujours réorchestrée un petit peu. Voilà, histoire de dépoussiérer un peu le truc, mais plus rythmé, parce que c'est pas une musique qui est très rythmée en soi un petit peu, mais les films l'ont rendu plus péchu comme morceau. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Même dans le dernier qu'on a pu voir récemment, la première partie. Du coup, De Palma a fait sa démarche, c'est un peu de faire un film d'espionnage. Il n'avait pas vu la série, c'est ça ? Non, il n'a pas vu, il ne connaissait pas. Et là, il veut se focus surtout sur un personnage. Du coup, c'est Ethan Hunt, au détriment de la série qui, elle, se focalisait sur le groupe. Et du coup, le groupe va disparaître très vite dans le film. C'est ça. C'est très culotté. Hein. Du coup, est-ce que tu peux pitcher un peu le film ? Oui, bien sûr. C'est donc l'équipe de Mission Impossible, donc dirigée par Jim Phelps, voilà, le personnage mythique qu'on connaît de la série, qui est à Prague. Donc voilà, en République tchèque, pour une mission qui est censée, où ils sont censés interpeller un traître de l'ambassade américaine à Prague qui veut dérober un dossier avec les noms, une liste des agents américains en Europe de la CIA, voilà, pour les donner au plus offrant. Voilà. C'est ça. Et du coup, on va spoiler, on prévient tout de suite, ça, on va spoiler à fond. Évidemment, et cette mission ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est en fait une espèce de leurre qui vise à démasquer une taupe en fait au sein de l'équipe. Et bizarrement, en fait, le seul survivant c'est Tom Cruise, et du coup, ça se repose sur lui. Et là, on part dans un trip paranoïaque complètement délirant pendant tout le film. Et puis là, déjà dès le début, rupture avec la série, quoi. C'est-à-dire que là, on spoil, on prévient. Donc l'équipe est tuée, y compris Jim. Dans les 20 premières minutes, elle est tuée. Jim Phelps est tué, est assassiné, soi-disant en tout cas. Soi-disant, parce que en voulant d'ailleurs porter secours à l'équipe déjà dans la panade, il y a déjà plusieurs personnes au tapis, et du coup, il se fait tuer. Et déjà aussi, l'autre grosse rupture, c'est que le personnage principal n'existe même pas dans la série. Ethan Hunt, il n'est pas dans la série. Ethan Hunt, c'est une invention totale de scénariste. Il n'existe pas dans la série. Non. Pas du tout. D'accord. Ok, donc vraiment table rase, et puis on part sur autre chose, quoi. De Palma, il est vachement libre sur le projet. C'est-à-dire que c'est vraiment son film à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il a sa patte et tout, quoi. Il a sa patte. Même s'il y a Tom Cruise qui est un producteur exécutif, mais il est allé chercher qui a des attentes. Mais il est allé chercher pour sa patte aussi. Donc, on le voit avec son sens du rythme, d'action, du suspense, son utilisation de très gros plans, ou son jeu aussi. Il y a pas mal de plans dans le film où... alors je sais pas quel nom ça a, je l'ai plus en tête, mais quand tu fais un plan en fait où tu as un premier plan par exemple avec un personnage de face, un très gros plan qui est net, et tu as un élément en arrière-plan qui va être net aussi. Oui, il adore faire ça, oui. Et en fait c'est filmé deux fois. Oui, c'est un montage. C'est deux plans qui sont superposés, parce qu'en fait quand tu filmes quelqu'un avec une caméra, tu as ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'en fait ton visage il est net, ton arrière-plan va être flou, parce qu'en fait tu peux pas... pas à moins de techniquement de fermer le diaph. Techniquement, en fait, c'est très difficile, si tu veux, d'avoir un très très gros plan et d'avoir quelque chose de très très loin qui est très très, très net aussi. Oui, tout net. C'est une illusion. Mais il adore ça, lui. Et du coup, tous ses films, il en cale un. Il en met un paquet. Du coup, c'est un procédé où on filme vraiment deux fois le plan en mettant deux mises au point différentes, et on superpose les deux plans. Et il se voit toujours parce qu'il y a toujours un léger flou entre les deux parties. Du coup, entre eux, parce que c'est où il est obligé de tricher. Ils sont obligés de tricher parce que sinon ça fera un truc moche. C'est ça. Et du coup, là par exemple, en l'occurrence, pour Mission Impossible, c'est. Je sais qu'il y a au moins celui-là, je sais pas s'il y en a un autre, mais il y a celui où Emmanuel Béard fait péter la voiture et elle se retourne vers la caméra. Où on voit elle net et la voiture qui explose dans le fond qui est nette aussi.
et on voit clairement se liser à chaque fois. C'est ça. Jean Reno avec le couteau aussi, quand Tom Cruise il bloque son couteau et que tu vois Jean Reno qui est très près de la caméra. Ah oui, là aussi. Je crois que c'en est un, ça. Ouais. Ah, quand il le plaque contre la porte, là. Ouais. Je crois que c'était un seul. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. C'en est un. Ah, d'accord, faudrait que j'en fasse. Je suis pas sûr, mais je crois que c'en est un. Ok. Du coup, il surabuse pas mal et ça fait très comics, ça, je trouve. Tu vois. Ah oui, bah il tout net. C'est vraiment son truc. Je pense que vraiment, il adore ça. Et... Il y a un côté très expressionniste. Ah ouais. Dans Carrie, il y en a un. Dans Les Incorruptibles, il y en a un. Enfin, ou même plusieurs, mais ouais. Oui, il l'utilise pas mal. Hein. On sent qu'il aime l'image, quoi. Oui, ça fait l'image. Il a une patte, il a vraiment quelque chose qui est reconnaissable. D'ailleurs, la première partie là qui se passe à Prague, elle est magnifique, quoi. Ah oui. Niveau éclairage, niveau plan, le tout premier plan, tu sais, quand il passe du topo du début là, à se briefer, à la première séquence de la réception là, l'escalier vu de haut. Oui. Avec toutes les entrées, les sorties qu'il y a. C'est virtuose comme scène, ouais. C'est très virtuose. C'est labyrinthique comme truc et du coup t'as plein de séquences aussi. Il aimait les séquences aussi, notamment, enfin celle-là en tout cas, ce qu'il aime bien, avec laquelle il s'amuse beaucoup, c'est la vue à la première personne de Tom Cruise au début. Oui. Qui est très sympa. Alors, ce qui fait un parallèle, parce qu'au début, on s'aperçoit qu'ils ont tous des caméras, en fait. Oui. Et du coup, en fait, on voit le point de vue des caméras et on voit pas le visage de Tom Cruise. Et il le réutilise plus tard, quand t'as Tom Cruise qui monte dans la voiture avec les mecs qui l'emmènent voir... Max. Je trouve que ça participe au sentiment de paranoïa, en fait, ses regards et tout. Tu vois, il y a un côté oppressant, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout le film, t'as un liseré de... Tout n'est que mensonge, tromperie en fait. Dès le début du film où tu vois derrière un écran en fait ce qui se passe, une scène qui est en fait une mise en scène pour faire croire à un type, pour lui faire avouer quelque chose. En fait, tout le film te met dans le flou en permanence, ce qui a été un petit peu reproché par les spectateurs où ils trouvaient que c'était compliqué. Bon, voilà. Ah bah premier visionnage, enfin moi je l'ai vu. Après moi j'étais jeune. Faut s'accrocher un petit peu quand même. Ouais. Ah oui, il faut bien suivre. Sinon tu peux vite être largué par l'intrigue. Ouais. Mais très bien écrit, très bien foutu quand même. Ouais, super polar. Parce que t'as quand même des séquences vachement intéressantes au niveau cinématographique, enfin au niveau de la mise en scène. Par exemple, ils arrivent à se faire comprendre que Tom Cruise a compris à un moment donné ce qu'il retrouve du coup le personnage de Phelps. Ouais, magnifique. Où il lui fait croire en fait, il dit un mensonge. Et par-dessus ça, en fait, Tom Cruise dit un mensonge en disant ah mais en fait c'était ça machin, et en fait il ment au type pour pas lui. En fait les deux se mentent, c'est ça qui est marrant, c'est que l'autre il lui dit le traître. Mais on te projette les images de la vérité avec un flashback et on comprend que Tom Cruise a compris que. En fait, il a compris ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est ça. Mais il lui ment. Il fait croire, ouais. On voit les pensées de Tom Cruise. Et en voyant en fait ce qu'il pense, ce qui est la réalité, et ce qu'il dit le contraire de ce qu'il pense, on comprend qu'il ment. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, et c'est très chouette. En fait, les deux se mentent. Donc, t'as Jim qui lui dit le traître, c'est Kittredge, je le sais, je te le dis. Et là, c'est à ce moment-là vraiment que Tom Cruise il comprend que en fait, le traître, c'est le mec qui lui parle, c'est Jim. C'est ça, ouais. Et tu vois, et c'est ça, on voit vraiment ses pensées qui se matérialisent, et puis ils se mentent l'un à l'autre. Et il y a un plan que je viens de repérer ça aujourd'hui qui me fait marrer, c'est juste quand Tom Cruise commence à lui faire croire qu'il marche à son bobard. Et là, à ce moment-là, Jim, il prend sa pilule. Il avale la pilule, tu vois. Je trouve ça, alors je sais pas si c'est fait exprès parce que c'est une expression très française, avaler la pilule. Je sais pas s'ils ont l'équivalent de ça en anglais, mais ça rend tellement bien. J'ai vu ça, mais je dis mais c'est parfait. Tom Cruise se met à le mener en bateau à son tour, sauf que lui il le croit. Et nous on le sait en fait, on le comprend avec ça. C'est ça qui est cool. Et ce moment-là est génial quand il se refait toute la scène du début à Prague. Et la musique est super, la musique de Danny Elfman derrière avec les voix et tout. Ouais. Avec Jim qui se fait semblant de se tirer dessus. Oui, avec la poche de sang. Et toutes les étapes du truc, pourquoi l'ascenseur au début, quand c'est Jack, le technicien qui se fait empaler dans l'ascenseur, on comprend que il revoit Jim faire ça depuis son ordi à lui. Il y a un côté tour de magie, ce qu'il utilise d'ailleurs Tom Cruise dans le film, il fait une espèce de tour de magie avec la disquette. Oui, très chouette. Ce qui a été repris d'ailleurs dans le dernier film, dans le 7e film. Ah oui, merde, je me rappelle pas. Il fait des tours de magie, il fait disparaître la clé, machin. C'est un petit clin d'œil au premier film. Ah, d'accord, je me rappelle pas. Mais on reviendra sur la saga plus tard. Tout à fait. Mais il y a des trucs intéressants. Un truc marrant, alors il y a une scène qui est très très célèbre dans la chambre forte dans la CIA, la chambre blanche là. Oui, super. Où ils descendent, où c'est quasiment c'est une image très connue où ils descendent avec un filin. Ah ouais. Et ils tombent à un moment donné, ils s'arrêtent à quelques centimètres du sol. Oui. Et c'est quelque chose qui a été repris, parodié. Oui, c'est super, parodié, repris. Comme quoi, De Palma a vraiment
intégrer une image dans la pop culture qui reste, qui parle à tout le monde pour le coup. Et oui, c'est vrai que moi je me souviens très bien quand c'est sorti à l'époque dans les magazines de ciné, cette simple image de Tom Cruise suspendu à un fil en train de trafiquer un ordinateur avec le micro, les lunettes, mais waouh, la classe quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que cette pièce, elle a été en partie construite, designée par un mec qui a travaillé sur Star Wars. Et oui, j'ai vu ça. Et en fait, tu dis, oui, ça se voit trop. Oui, ce côté futuriste, en fait. Ah ouais, et puis vraiment, elle n'est pas très différent de Star Wars en plus. Non, tout blanc, très... tu sens très épuré. Ouais. Et puis, c'est le sol. Le sol, ça fait comme une toile d'araignée. Tu sais, je sais pas si t'as vu, toutes les cases. Ah oui. Ça fait vraiment, il est dans la toile, c'est trop drôle. Il est pris dans la toile. Puis lui, il fait un peu araignée avec son fil aussi. Ouais, c'est ça, il est sur... c'est pas mal. Et vraiment, le sol, tu regarderas, ça part, tu sais, ça déroule de plus en plus grand comme ça. Ça fait vraiment une toile. Mais cette séquence-là, est superbe, quoi. Et il y a encore ce fameux plan d'honnêteté où t'as le mec assis. Ah oui, par contre, tout à fait, Le fameux, le clown de la séquence, on peut dire, le gars. Oui, il a une gueule aussi. Cette scène est assez chouette. Ouais, très chouette. Mais je reviens sur le côté, on disait que c'est à Prague, on va dans différents. Il voulait vraiment filmer en Europe. Ouais. De Palma, c'était vraiment sa volonté. Oui, c'était sa volonté. Ouais. Et il voulait du coup en partie aussi un casting européen. Et c'est là qu'on va venir à parler de Jean Reno. Le fameux. Notre ami Jean Reno qu'on adore. Il n'est pas innocent au choix de ce film, on peut le dire. Jean Reno qui joue l'homme de main, un peu l'équivalent d'Henri Calville dans le dernier, dans le 6e, tu vois. Un peu. Ouais. Surtout qu'en plus, les deux films ont été tournés à quoi 1 an, 2 ans d'écart à tout péter. Godzilla, c'est quasiment dans la foulée qu'il a fait Godzilla. Mais Jean Reno a été repéré parce que le Grand Bleu, parce que Léon en fait. Oui, Léon. Par les Américains, et du coup ils ont kiffé, donc ils l'ont fait. Il a fait quelques films comme ça cette année. Puis il y a vraiment un décalage physiquement quand tu vois Tom Cruise propre sur lui et tu vois le Jean Reno là avec sa tête qui a été déjà un peu, il avait le visage déjà bien marqué, tu vois à l'époque. Il a ce côté. D'ailleurs, il parle en français dans le film à un moment. Il dit ta gueule. Oui, c'est quand Jean Reno qui lui dit, tu sais, c'est la fameuse séquence et avec il dit pas merci quand il récupère la disquette dans la salle de la CIA, je crois. Ah, peut-être qu'il lui dit merci en français. Et avant de faire tomber le couteau, tu sais. Ouais, c'est ça, oui. Ça, j'ai pas noté ça. Mais par contre, le côté, quand il lui fait le tour de magie, Emmanuel Baird lui dit Krieger, et là, ta gueule, toi. Ça avance, ta gueule. Ta gueule. Il est parfait, ta gueule. On l'aime bien, Jean Reno. On va pas surabuser. En plus, Maxime n'est pas là, alors il aime bien aussi. Mais c'est vrai qu'il a ce rôle aussi, c'est un peu un clown dans ce film, parce que même si c'est manifestement. Déjà, c'est un agent désavoué. Ce qui va être dans tous les films d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est une reprise dans tous les films. Ouais, ça va être un agent désavoué. C'est un agent désavoué qui est manifestement un gars violent, qui manie du couteau et qu'il faut pas faire chier. Non, ça, il est clownesque dans le film un peu quand même, quoi. Il est. Ce moment, tu vois la scène c'est un peu c'est une brute quoi, c'est-à-dire que c'est pas le cerveau quoi, c'est pas le cerveau, mais tu vois la scène justement de la CIA, la toile d'araignée là dans la pièce là, c'est lui qui retient Tom Cruise par le fil, c'est lui qui fait descendre Tom Cruise par le fil, qui merde d'ailleurs, et toute une séquence où il y a un rat qui vient le faire chier, il a peur du rat, il lâche le fil quoi, et c'est là que Tom Cruise a fait genre on a peur des rats, c'est ça, et ou même au début quand ils font les tests de son et que Jean Reno éternue comme un con et qui se gratte le nez après et t'as aussi et maintenant Krieger, je veux un silence absolu. Et genre il éternue pile au moment où il faut qu'il n'y ait pas de bruit, tu vois, genre voilà. Donc oui, je pense qu'il est là, et il est là aussi, il le prête pour ça aussi les Américains, parce qu'il a une gueule et que voilà, le film, enfin c'est toutes les soupapes de rire dont ces films là ont besoin quoi. Ce petit bol d'air quoi. Mais t'avais vraiment cette volonté d'avoir... À la base, il voulait vraiment que Cruise récupère une équipe avec différents mecs aux différents coins de l'Europe, ce qui n'a pas été forcément gardé. Mais c'était une volonté, et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un casting comme ça. Puis Jean Reno avait le vent en poupe à ce moment-là aussi. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil, c'est une rupture encore, parce qu'il me semble que dans la série Mission Impossible, c'est que des Américains. Hein, oui, je crois. Il n'y a pas d'étrangers dedans. Non, c'était vraiment une volonté de Palma pour le coup. Alors, il y a un truc qui m'a fait beaucoup marrer, moi, quand même. Qui est un peu qui va avec le côté où le film tu te dis qu'il est quand même pas tout à fait intemporel. C'est-à-dire que à un moment donné t'as Tom Cruise, toute une séquence, tu vois Tom Cruise qui va sur internet quoi. Ah oui. Et je vais trouver la solution sur internet. C'est les débuts d'internet. C'est les débuts d'internet avec le mail, tu sais, avec les espèces d'animations où t'as le mail qui part. Oui, c'est ça. Et à l'époque c'était genre c'est moderne. C'est vrai. À l'époque c'était un truc de fou. Je dis, tu regardes ça, il peut demander des choses à l'ordinateur et ça lui répond. Tu peux envoyer un mail. Oh là là, mon Dieu. Oui.
Ce qui est un peu un truc qui m'a fait aussi marrer dans Jurassic Park, faut bien que je le place encore une fois. Quand t'as la gamine qui est dans la voiture puis qui fait regarde, c'est un écran interactif, il suffit de toucher l'écran pour qu'il dise ce qu'il te raconte. Oui, c'est ça. Eh bah oui. Tu vois, les petits coups de vieux des fois. C'est ça. En parlant de coups de vieux, moi je trouve que alors les effets spéciaux sont vachement bien. Je vais leur faire. Les effets spéciaux sont vachement bien, mais je trouve quand même que j'ai tiqué un peu avec l'hélicoptère à la fin dans le tunnel, quoi. Il y a des effets de lumière qui sont un peu chelous. Ah bah oui, mais il est marrant de cette séquence. Je pense que c'est clairement une séquence, une des plus grosses séquences du film, parce que en fait ils ont voulu à la fois être dans le côté authentique, notamment avec Tom Cruise qui fait ses cascades et on voit que c'est lui, avec des vraies rames de train, mais aussi ils ont été obligés de monter avec des prises de vue extérieures, des effets spéciaux. C'est un mélange de plein de trucs, cette séquence-là. Oui, après tu sens vraiment, quand ils sont sur le toit, tu sens vraiment la puissance du vent et tout. Tu ressens ça pour le coup. Bah, mais parce qu'ils l'ont vraiment ressenti aussi. Oui. Bah, t'as vu avec quoi ils ont bossé? Alors non, j'ai pas vu du tout les coups du écoute, film. ils ont bossé avec J'ai pas bossé ce podcast. Bah, écoute, non, j'ai pas bossé du tout, j'ai rien foutu. Bah, ça tombe bien parce que moi je m'y connais. Non, mais mon déménagement et tout. Bah non, mais je comprends bien. Et en fait, tout simplement, cette séquence-là, bon, il la voulait vraiment. Je pense qu'à un moment, ils sont vraiment concentrés dessus. Au début, Tom Cruise, je pense qu'il était moyen chaud. Et en fait, il s'est rendu compte à quelle puissance ça allait avoir d'être sur le toit d'un TGV à pleine vitesse. Et c'était vraiment le cas. Il n'y avait pas de genre de ventilation. Il était vraiment. Non, si. Non, il n'a pas été sur un TGV à pleine vitesse. Non, mais il était sur un TGV et il y avait une soufflerie, quoi. Oui, une soufflerie. Ils ont tourné dans les studios Pinewood de Londres, en fait. Ok, d'accord. Et en fait, ils ont utilisé un ventilateur, alors qu'il cherchait, je sais pas quoi, un truc monstrueux. Un truc pour tester les avions, je sais pas quoi. Ouais, et qui souffle des vents à 225 km/h, quoi. Donc, en gros, alors déjà, j'ai entendu dire que le truc était tellement bruyant qu'ils ont dû le mettre à l'extérieur du studio et avec un système de tuyaux pour le faire arriver, pour que l'air arrive jusqu'à eux, parce que c'était trop bruyant pour tourner. Et comment dire, ils ont été obligés de mettre tout un système de filtres là, parce que la moindre petite merde qui est projetée par ce truc là ça devient dangereux, devient un truc mortel. Donc voilà, ils ont dû prendre plein de précautions. Et à côté de ça, t'as Tom Cruise qui a réalisé quasiment toutes les séquences d'action avec des harnais de temps en temps pour s'accrocher, parce que c'était hyper dangereux, ainsi que John Voight, ça devait lui à certains moments aussi, parce qu'on le voit. Et en fait, c'est comme on dit, un des superviseurs des effets spéciaux, je sais plus comment c'est, John Knoll, un truc comme ça, qui a dit, mais enfin on a assisté au début de la passion de Tom Cruise pour faire ses cascades. Oui, c'est ça, c'était le début c'était vraiment le moment où Tom Cruise voulait être iconisé. Il voulait être absolument au devant de tout, machin, et il avait son côté mégalo qui explosait. Après, on peut dire quand même, au vu de toute la saga telle qu'elle est aujourd'hui, on peut pas dire que le mec il sache pas faire. Il a clairement réussi à faire une franchise du divertissement qui tient la route, qui est de qualité, à part des exceptions, il y en a toujours, mais on y reviendra, mais c'est qualitatif, quoi. C'est en termes d'action, de mise en scène, il va chercher des bons réals, des bons scénaristes. Voilà, il prend soin de ses productions et de ses films, quoi. Je crois qu'il a compris à ce moment-là un truc, quoi. T'as l'impression, quoi. Vraiment, il s'est dit, mais là, on sait quelque chose. Alors déjà, il savait apparemment, ils étaient assez confiants de fait qu'ils reprennent une franchise connue du succès au cinéma. Mais je pense que ça a été au-delà peut-être même de ce qu'ils espéraient. Du coup, c'est pour ça. Mais il y avait déjà dans l'idée, apparemment, l'envie de faire des suites avec un réalisateur différent à chaque fois. Et je crois qu'il y avait déjà 3 films de signer. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Ce qui n'étaient pas les meilleurs, le 2 et le 3. Non, 2 et 3, non. On peut élargir du coup sur la saga, si tu veux. On peut voir, bien sûr. Le deuxième qui est réalisé par John Woo en 2000. Ah oui, voilà, on est passé du coq à l'âne, on peut le dire. Mais... Alors il y en a beaucoup de gens trouvent qu'il y a des qualités dans ce film, mais moi j'ai du mal avec ce film. Moi j'en trouve aussi, mais c'est des qualités d'action, de pur divertissement, quoi. Mais d'écriture, non. L'histoire, elle est nulle. Je trouve qu'il souffre. Le film est... il est parfois kitsch, quoi. Il y a des trucs. Là, Tom Cruise, c'est vrai que d'un coup, ils l'ont vraiment transformé, quoi. C'est devenu vraiment, il est devenu badass. Genre le mec, il fait des arts martiaux. D'ailleurs, il y a que dans celui-là. Il sait plus faire d'arts martiaux après. C'est juste dans le 2 qu'il s'est. Ils se sont dit qu'il allait trop loin. Là. Ouais. Il fait des coups de pied. Le truc quand il escalade la montagne au début et tout. Le mégalo, mais à fond, quoi. Sans sécurité, juste avec du talc, il escalade une. Oui. Non, c'est abusé ce film.
Et le troisième par J.J. Abrams, qui pour moi est le plus faible de toute la saga. Qui a des trucs bien, mais qui est très linéaire en fait, qui a pas de, surtout les séquences de fin finalement où tu t'attends à un gros affrontement. Et puis c'est mal filmé, enfin clairement. T'as une séquence où il saute d'un immeuble à un autre qui est censé être encore plus spectaculaire que ce qui va venir dans le quatrième avec la tour, le Burj Khalifa, qui est tellement mal filmé qu'en fait tu t'en fous et tu ressens rien. Alors que dans le 4, c'est un réal qui s'est filmé et là la scène je vais jamais arriver à le dire, mais le Burj Khalifa, elle est incroyable. Au cinéma, c'est... Parce que J.J. Abrams, je suis désolé, c'est pas c'est un mec de télé, quoi. Il est pas bon, quoi. Il vient de la télé. Et je crois qu'il a participé au scénario, parce qu'il y a vraiment, au scénario du Mission Impossible 3, parce qu'il a vraiment ce délire de la mystery box. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit son scénario en disant, regardez, il y a une boîte qu'il faut trouver. Dans la boîte, il y a une autre boîte. Il y a dans la boîte de la boîte, il y a une autre boîte qui cache encore une autre boîte, qui renferme encore une autre boîte. Et en fait, il sait pas où il va. Il a fait ça avec Lost. C'était bien au début, après sur la fin, c'était discutable. Il a fait ça sur Star Wars et on sait ce que ça donnait. Star Wars, donc voilà. Problématique sur ce réal qui a repris la production de la franchise aussi en partie avec sa production qui s'appelle Bad Robot. Bad Robot, ouais, c'est ça. Et on arrive sur le quatrième film où là Tom Cruise il revient après ses histoires avec le talk show là où il avait pété un câble. Voilà, oui, là pour le coup sa réputation était descendue d'un gros cran. Ouais, il passait un peu pour un guignol là. Donc là il fallait qu'il se refasse un peu. Donc là il est revenu sur un film où en gros dans le quatrième film qui est réalisé par Brad Bird, qui personnellement c'est mon préféré de la franchise. C'est très bien. Là il revient à un personnage qui va avoir besoin des autres. Oui. C'est un petit peu en parallèle à ce que quand tu suis la saga Mission Impossible, c'est intéressant parce que tu vois vraiment aussi la carrière de Tom Cruise qui évolue aussi dans ce que ça raconte. C'est l'épisode de toute façon où tout merde en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup ça rajoute des obstacles beaucoup plus hauts en fait, parce que du coup il galère vraiment. Et du coup Brad Bird qui vient de l'animation, donc il y a une caméra qui est hyper virtuose, qui est hyper dynamique tout le temps, et presque peut-être pas cartoonesque mais très c'est en couleur quoi, ça va à 100 à l'heure et t'en prends plein les yeux. Et c'est très 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 bien filmé. C'est probablement celui qui est le mieux filmé, je trouve, de toute la saga. Puis c'est là qu'on voit apparaître les personnages joués par Simon Pegg là, que je sais plus. Alors Simon Pegg il est dans Mission Impossible 3 déjà. Ah mais oui c'est vrai. Mais il est beaucoup moins intéressant dans celui-là. Il fait l'informaticien un peu flippé. Il est un peu en retrait quoi. Ouais c'est ça. Il est pas développé. Puis qui est pas un agent de terrain encore. Non. C'est vrai, mais oui, c'est vrai, exact. Mais je m'en suis rendu compte d'ailleurs en le revoyant, ça datait tellement que je me rappelais pas qu'on le voyait dans celui-là en fait. Jeremy Renner pour le coup qui arrive dans le 4 pour le coup. Oui, c'est ça. Mais voilà, super film hyper intense qui passe à 200, enfin qui passe tellement vite, enfin il se passe tellement de trucs à l'image, très cool, très bien filmé que c'est des idées de gadgets aussi qui changent un peu parce que t'as le fameux masque, mais du coup là tu l'as pas. Ça pète en fait, le masque ne marche pas, du coup il doit trouver d'autres solutions plus inventives en fait derrière. C'est ça. Comme avec l'espèce de mur qui projette un écran en relief. C'est génial ça, avec dans le Kremlin, c'est super. Non, des idées vraiment géniales. D'ailleurs, en parlant de masque, j'ai découvert justement, me renseigner un petit peu par rapport au 1, parce que tu sais, t'as une séquence aussi où du coup il se fait passer pour Jim, avec un masque de Jim pour piéger Claire. Et donc il a la tête de Jim Phelps, et en fait tu le vois vraiment en un seul plan, il a regardé et ça a enlevé son masque. Et moi j'ai toujours cru que c'était vraiment un vrai masque qu'il avait enlevé. Il y a une transition qui se fait quand la main passe. Parce que t'as vraiment le bras en fait qui passe devant le visage et du coup ça fait une transition. Et qui fait pas juste ça, et t'as vraiment le bras qui passe. Bon, je le fais, mais c'est une radio, c'est un podcast. Oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, il y a vraiment son bras qui fait masque en fait devant son visage, et du coup, t'as la transition qui se fait à ce moment-là, je crois. Et du coup, ils ont filmé. Mais c'est pas bien fait, ça passe super bien aujourd'hui, je trouve. Ils ont filmé en fait simplement. John Voight qui tire sur son visage. Ils ont filmé Tom Cruise qui s'enlève un masque et ils ont fait un morphing entre les deux. C'est ça, exactement. Et c'est vachement bien fait. Et ça tient la route encore. Hyper bien fait. Là aujourd'hui, c'est impressionnant. Ah oui, ça fonctionne super bien. Film de 96, tu veux même pas le truc. Moi j'ai longtemps cru que c'était un vrai masque. Il y avait mis un masque de John Voight. Je dis pourquoi pas après tout. Mais non, ça c'est toujours été chouette. Et du coup, ça a été.
Dans le 2, dans le 3, ça revient toujours. Le moment où il arrache son masque, c'est le. Oui, et puis ça se perfectionne. Et ça, c'est pour le coup, c'est un hommage à la série. C'est parce que dans la série, ça, il y en avait tout le temps. Des oui, masques. Et pour le coup, tu vois, on parle de Mission Impossible 3, et Philippe Seymour Hoffman, c'est quand même un point fort du film. Il fait le méchant avec le masque. Ouais, il a une présence, lui. Et il est super. Malsain. C'était un super acteur. C'est un super acteur, ouais. C'était un super acteur. Ouais, il apporte énormément dans le film parce qu'il fait vraiment un mec odieux. Ouais. Ah, et puis il le joue bien. Hein. C'est juste que ça repose sur de vide, quoi. C'est triste. Ouais, c'est un peu triste. Ouais. Et du coup, le 5e film, là, qui est repris cette fois-ci par Christopher McQuarrie, qui était scénariste des Jack Reacher, ou je sais pas quoi. Même réalisateur du 1. Réalisateur du 1, mais alors il était scénariste. Du 2, je sais plus, peut-être pas du 2, mais. Mais c'est surtout un scénariste à la base. Hein. Ouais. Christopher McQuarrie, je crois. Et du coup, il reprend la franchise à ce moment-là, et c'est là où, du coup, jusqu'ici, c'était vraiment un réalisateur par film. Là, il va reprendre le 5, 6 et le 7e. Le 5 qui est du coup excellent aussi. Ah oui, de toute façon à partir du 4, ça roule tout seul. Hein. Ah oui, avec la séquence de l'opéra. Musique, hein, la séquence de l'opéra qui est un super hommage au film d'Hitchcock, L'homme qui en savait trop, que j'adore aussi. Quand des séquences folles, encore une fois, peut-être. Moi je préfère quand même la mise en scène de Brad Bird, mais clairement il est à la hauteur, hein, McQuarrie. Voilà, Fallout est bien aussi. Le scénario est un petit peu en retrait, mais il y a quand même des séquences assez dantesques. Et le 7e, pour le coup, moi j'ai passé un super moment. Ouais, c'est super. Ouais, moi, la séquence du train à la fin, c'est une dinguerie. Hyper inventif, très chouette. Et puis, donc on a hâte de voir la suite pour le coup, parce que c'est en 2 parties. C'est toujours chiant cette histoire de 2 parties, moi ça me saoule. Ils essaient de faire durer le truc. Et rien ne les empêchera de faire un 8 au final s'ils veulent après. Oui, alors, a priori c'était soi-disant le dernier, mais a priori non. Bon. Et du coup, c'est marrant parce que le 7e, du coup, il y a un petit retour aux sources. Il faut revenir Kittredge, le même acteur que le premier. Dont on a parlé un peu tout à l'heure. Ouais, j'ai même appris aussi qu'ils ont réutilisé des lentilles de caméra, des objectifs de caméra, etc., qui étaient utilisés sur le Brian De Palma. Pour eux pour le 7e. Ils ont repris des appareils, enfin des objectifs, des caméras. D'accord, ok. Qui étaient utilisés sur le premier pour essayer de retrouver, en tout cas en théorie, après, ça se voit. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment. Mais ils essaient de revenir un petit peu aux ressources sur certains aspects du film. Oui. Parce que clairement, le De Palma et le Brad Bird, pour moi, c'est les meilleurs. Oui, mais c'est plein de séquences d'anthologie. De toute façon, le 1, on a parlé, là, on peut revenir sur plein de séquences, mais on a parlé de Prague, notamment l'ambiance. Moi, je sais que, parce que moi, j'étais allé voir au cinéma, parce que je suis un vieux. D'ailleurs, c'est le deuxième film que j'étais allé voir avec Sébastien, d'ailleurs, mon meilleur pote, qu'on invitera d'ailleurs un de ces quatre. Oui, il faut qu'il vienne, Sébastien. Un petit coup à Sébastien. Et évidemment, en plus, nous, on était jeunes, à cette époque, on était en 4e. Et du coup, et évidemment, dans la bande-annonce, t'avais la séquence du TGV qui a été très très vendue, évidemment. Donc pour des gamins de notre âge, on avait au cinéma, pour nous, là, on avait l'impression encore que niveau effets spéciaux, niveau séquence d'action, on passait à un autre niveau, quoi. Et on l'attendait, on savait qu'elle arrivait à la fin, on l'attendait. Et pourtant, le film était déjà excellent en lui-même, hein, mais vraiment, on me rappelle très bien que on était scotché à notre siège, quoi. Vraiment, c'était incroyable, quoi. T'étais avec eux, là, quand il sort sa tête et qu'il a. Tu as la vitesse à l'extérieur, quoi, tu vois, mais t'étais avec lui, quoi, t'es sur le toit du train, quoi. C'est assez immersif. C'est Futuroscope, j'exagère. c'est mieux que Futuroscope. mais t'as les séquences, et du coup la séquence à Prague, je me rappelle très bien, et pareil, moi avoir ressenti un truc vraiment de, tu sais, cette espèce de truc, bon, déjà dans une ville qui est déjà très belle niveau architectural, avec une manière d'éclairer vraiment qui est un peu à l'ancienne, tu vois, avec t'as une lumière qui est très bleue, tu sais, quand ils sont sur le parking à la sortie, là. Vraiment, c'est très très marqué, tu vois, même quand ils sont sur les berges, là, quand t'as sa collègue, là, Sarah, qui se fait poignarder, toute cette séquence-là, où on se rend compte d'ailleurs après, et quand il va voir Kittredge après, dans le fameux restaurant Aquarium, qui est une des séances phares du film aussi, une séquence phare du film, où tu te rends compte que t'avais la même, en fait t'es une équipe de Mission Impossible qui était à les suivre, et tu les revois après parce que tu vois le flashback, tu dis le serveur à l'ambassade qui est là, qui devient le client du restaurant, le même tête, et d'ailleurs moi je peux pas m'empêcher maintenant à chaque fois que je revois le film de faire gaffe à ça, au serveur qui tourne la tête vers elle comme ça. Et du coup il tourne vraiment la tête vers elle, vers elle, exactement, et sauf que là quand tu fais pas forcément gaffe à ça, parce que tu la regardes elle est en train de régler ses lunettes. Oui, c'est ça,
Et à chaque fois, je suis les regards que sur ce gars-là. Ça participe à la paranoïa ambiante du film, en fait. T'es toujours en train de faire gaffe à tout. C'est un truc assez oppressant, quoi. Moi, j'aime bien la séquence avec Max quand il lui dit non, mais là, dans 5 minutes, vous mettez la disquette, dans 5 minutes, il débarque, quoi. Il y a un jeu entre les deux, je trouve, entre Max et Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Les cowboys de la CIA vont venir vous faire un numéro de rodéo juste pour vous. La séquence est top aussi. Très chouette, cette actrice aussi, Vanessa Redgrave. Oui, très pote avec Tom Cruise, du coup. Oui. Ouais. Qui est très chouette aussi. Ouais, c'est très bien. Et puis surtout, c'est que Max, tu t'attends à voir un mec. Oui, bien sûr. Et c'est la petite surprise, tu vois, la petite surprise, Max. Et d'ailleurs, je crois que c'est à la base, dans l'écriture, Max était un mec. Et c'est Tom Cruise, du coup, qui dit attends, il n'y a pas moyen de féminiser Max. Bah, si, justement. Puis parce qu'il voulait vraiment cette actrice pour le coup. Qui était... Et puis ça rend bien. Puis, c'est très. Et du coup, c'est coup, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la saga, aussi, tu as ce côté où la saga se vendait aussi à l'ère du numérique de plus en plus présent. D'une saga qui fait la part belle aux vraies cascades entre guillemets, aux cascades où Tom Cruise fait tout lui-même, où tout est vrai, machin, il y a quasiment pas d'effets spéciaux, genre je pense à la séquence du 4 avec les meubles, avec le Burj Khalifa. Tu l'as bien dit. Il l'a dit. Où là, il avait un harnais bien sûr, mais c'était quand même bel et bien sur l'immeuble. Du coup, les plans sont assez fous, quoi. C'est pareil, ça au cinéma. Moi, je rappelle, j'avais les jambes qui tremblent, j'avais le vertige. Ah oui, mais moi, j'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu du coup en Blu-ray, mais j'étais pas bien non plus. T'étais pas bien. C'est terrible. Puis il fait durer les plans, il prend le temps. En fait, là où J.J. Abrams, c'était les caméras qui tremblent et c'est très coté avec des plans très serrés. Là, t'as des grands angles, des caméras où c'est le plan dur, où tu vois vraiment le côté plongeant, et c'est vrai en fait. T'en prends plein la tronche. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté, le film s'est toujours vendu sur la séquence d'action avec Tom Cruise qui est filmée en vrai. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Alors qu'en fait, il y en a balle d'effets spéciaux dans le film. Il y en a, bien sûr. Après, c'est toujours un truc moi qui m'a un peu chiffonné, ce côté il faut absolument. Enfin, en ce moment, il y a ce côté. Il faut pas qu'il y ait d'effets spéciaux. C'est mieux un film sans effets spéciaux où tout est fait en vrai. Ce qui pour moi est faux. Moi je trouve que le numérique c'est un outil. Évidemment, si tu en surabuses, si tu dis ça on va le faire en numérique parce que j'ai envie de faire en numérique parce que c'est cool le numérique, parce que tu peux faire ce que tu veux, il faut te poser la question, je veux cette image là, comment je peux y arriver? Si tu as besoin du numérique, tu utilises le numérique. Par exemple, on peut parler rapidement d'Oppenheimer, que j'ai revu, je me suis refait là en Blu-ray il y a pas longtemps. Je suis toujours déçu de la séquence de l'explosion de la bombe atomique. Oui. Parce qu'effectivement, il a voulu absolument faire un truc en réel, avec une explosion réelle, mais du coup, tu ressens pas. Et en plus, t'as pas en plus une mise à l'échelle du truc. Enfin, il y a des problèmes dans ce film à ce niveau-là. Il l'aurait fait proprement en numérique avec des bons effets spéciaux, au moins pour cette séquence-là. Ça aurait eu bien plus d'impact. C'est quand même une séquence clé du film. Donc, je suis pas d'accord avec ceux qui disent il va falloir mettre à un moment donné un label no CGI, tu vois, sur les films, pour vendre le film mieux que les autres. Je trouve ça un peu débile et injustifié. Et moi, j'ai du coup en face, j'ai un peu l'exemple inverse que j'ai vu récemment, que j'ai pas aimé, qui est le dernier Matthew Vaughn là, Argyle, tu l'as vu? Ouais, le gars qui a fait Kingsman. D'accord. Alors me spoil pas parce que j'ai pas encore vu moi. Non, mais je peux juste dire qu'il y a beaucoup de CGI, beaucoup. Et ça dégouline. Trop. Ouais. Et en fait, tu le vois sans arrêt, et ça fait fake. Et franchement, c'est. Mais c'est comme tout en fait. Un outil qui est mal utilisé, ça se voit. Mais c'est pas parce que t'as mal utilisé l'outil que l'outil est mauvais. Oui, non, c'est ça. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens. C'est un subtil dosage, quoi. Ouais. Et là, du coup, là, c'est pas subtil. Et là, c'est pareil, mais c'est pas subtil du tout. Et ça, ça fait fake, quoi. Okay. Après, va le voir, tu te feras une idée, mais moi, je trouvais mou déjà. Okay. Très décevant. Ok. Écoute, je me ferai une idée, j'irai le voir. Ouais. Enfin voilà, petite digression sur le numérique, mais ça a du sens quand même dans cette franchise qui se vend vraiment comme voilà, pour ces cascades réelles, ce qui est plus ou moins vrai aujourd'hui en tout cas. C'est vrai que par exemple là, en exemple de cascade réelle, qui n'a nécessité probablement quasi aucun effet spécial, enfin à ma connaissance, c'est la séquence justement du resto aquarium là. Oui. Où du coup pour Tom Cruise, et se rendre compte qu'il était pris au piège du coup parce que comme il est considéré comme un traître, c'était une chasse à la taupe, sauf qu'il. Parce que c'est le seul survivant en fait. Voilà, c'est le seul survivant. Il est pris pour la taupe.
par son supérieur qui est présent sur place avec une équipe qui l'entoure. Et pour s'échapper de ce restaurant-là, il utilise son chewing-gum là. Le fameux chewing-gum qui est vraiment le truc qui revient dans le film et qui d'ailleurs qui est vraiment va être le clou du spectacle un petit peu dans le film. Oui, ça arrive à toute fin aussi. Et en fait, il se sert c'est un chewing-gum explosif en fait qui replie sur lui-même et qui balance sur une surface en fait qui pète quoi. Un faux chewing-gum. Et en fait, il se sert de ça pour s'échapper du restaurant en balançant ça contre la surface d'un des aquariums géants. Du coup, évidemment, son supérieur, tous les autres se rendent compte du truc, donc tout le monde se fout à terre. Et là, t'as l'aquarium qui pète, et t'as une vague gigantesque, qui, du coup, vu que l'aquarium est rempli de flotte, qui se déverse dans la rue comme ça, et Tom Cruise en profite. Tu vois vraiment que c'est lui qui court, et tu vois, il en parle un peu quand il court. Et pareil, pour la cascade-là, il flippait un peu parce qu'il dit, surtout à cette époque-là, il dit, moi je suis pas cascadeur, et là tu me demandes de courir, il y a avoir un flot de. A priori, il aurait dit, De Palma, tu sais, je suis qu'un acteur. Oui, il lui a dit ça, Et maintenant, il a envie de dire lol, je pense, parce que franchement. Maintenant, c'est sa marque de fabrique quasiment. C'est vraiment, je fais mes cascades moi-même, quoi. Tu vois, au début, je pense qu'il y a plein de gens qui, par rapport à Mission Impossible, ont dû se dire, et à juste titre, et d'ailleurs, Peter Grave, l'acteur qui faisait Jim Phelps dans la série, a détesté le film en disant a renié totalement. Toute l'équipe de la série, parce qu'à la base, ils devaient jouer leur propre rôle et se faire tous buter. Ils ont refusé. Et ils ont défoncé le film derrière. Ils ont défoncé le film, et puis en disant oui, il n'y a pas plus différent que Mission Impossible le film et Mission Impossible la série. Bah non, c'est une série et un film, c'est pas Enfin bref, en tout cas, ils ont. on peut se comprendre que plein de gens sont fans de la série et puis détestés, et à la fois. Ils ont trouvé le super divertissement des dernières décennies, quoi. Oui, et le film a très bien marché, je crois. Oui. Ah bah oui, à fond. C'est pour ça qu'ils ont pu faire les autres. Et à chaque fois, les gens sont là. Ah oui, Les gens. T'as un public qui est là, clairement. C'est une affaire qui marche. Et puis Tom Cruise est devenu hyper populaire grâce à ça. Enfin, je sais, tu vois, à chaque fois, quand il vient en avant-première, tout ça, pour à chaque fois, quand il va à Paris, à chaque fois, c'est la folie, ce gars-là. Et pourtant, c'est plus un jeune, mais et puis après, il y a toute l'histoire de la scientologie et tout, donc pas là. Oui, ouais. C'est évidemment, tu penses à ça, donc finalement, le type, t'es pas. Mais les gens, lui, tu vois, comme du coup, il produit des films vraiment de qualité, les gens arrivent à lui passer ça, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Ouais. Parce que même, tu regardes Jack Reacher, le 1, en tout cas, moi que je trouve très bien, très chouette à regarder, un très bon divertissement. Le 2, moins. Je vais même pas regarder jusqu'au bout, d'ailleurs, parce qu'il m'emmerdait. C'est pour dire, mais globalement, oui, c'est Tom Cruise, il a quand même un itinéraire de cinéma. En termes d'action, tu vois, je préfère ça à un John Wick, tu vois. Ah, moi aussi. Clairement. Je trouve que je m'abuse. Enfin, John Wick, j'ai l'impression d'avoir une bande démo de cascadeurs, en fait. Oui, c'est trop. Et bon. Ouais, c'est clairement trop, John Wick. Ouais. Ça, c'est de la surenchère. Ça me fait pas rêver, quoi. Ouais. Puis c'est impossible, ça me fait délirer. Il y a de l'inventivité, je trouve. Ouais. Bah, John Wick, je trouve c'est un peu. Puis John Wick, du coup, tout est permis parce que c'est comme c'est un univers un peu BD. Du coup, t'as une espèce de mythologie du gangster. Du coup, il peut y avoir toutes sortes de gangsters. C'est presque un conte, quoi. C'est un conte d'action qui est presque le John Wick. Donc. Non, moi c'est too much aussi. J'ai pas du tout accroché. C'est sympa, mais je veux dire c'est sympa comme ça, mais je vais pas le revoir, quoi. Du coup, on attend la suite, toujours. Reckoning, la deuxième partie qui était repoussée indéfiniment. Ouais. C'est l'année prochaine, du coup, c'est en 2025, je crois. Oui, bon, on espère, c'est ce coup-ci. Il est fini de toute façon. Oui. Je crois. Sûrement. Avec Kittredge encore, qu'on verra sûrement, j'imagine. Oui, Kittredge, qui est quand même un personnage. Mais c'est pareil, ça fait partie de l'humour aussi, même du 1, tu vois, Kittredge. C'est un boss, tu vois, tout ce moment où ils sont là en train de, tu sais, au moment où ils arrivent pour justement voler la liste au QG de la CIA. Et du coup, Tom Cruise, ils sont là, et que t'as Kittredge qui est dans sa salle de QG avec tous les écrans, tu as la gueule de Tom Cruise, en gros, tu sais, c'est l'ennemi numéro 1. Et ils sont là en train de discuter où est-ce qu'il peut être. Il veut il faut penser comme lui, tu sais. Ouais. En fait, le mec, il est juste à côté d'eux. Il savent même pas. Ça, c'est génial, quoi. Oui, c'est drôle. C'est drôle. Non, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est des moments chouettes. Ouais. Franchement, si vous n'avez pas vu Mission Impossible et que vous avez un a priori sur le truc, regardez. Si vous appréciez les bons films d'action, franchement, vous devriez passer un bon moment. Enfin. Et avec une des meilleures répliques aussi, moi quand on me demande de citer une réplique que j'adore dans un film,
C'est une des répliques de Mission Impossible 1. C'est quoi, quand il dit, il essaie de recruter, tu sais, au début Luther et Krieger, tu sais, dans le train, et que il dit, et t'as Luther, du coup, l'informaticien qu'on va revoir dans tous les autres, et qui dit, je suis pas sûr de ce je trouve ça trop dangereux de braquer le QG de la CIA. Et puis t'as Tom Cruise qui lui dit, c'est parce qu'on m'avait dit de toi, de Luther Skittle, celui qu'on appelait le Zorro du réseau, le machin comme ça. Il dit, le seul qui a réussi à pirater les dossiers secrets de l'OTAN. Et l'autre, il répond, il n'y a jamais eu de preuve tangible que j'ai quoi que ce soit à voir avec avec cet exploit absolument prodigieux. Oui, c'est vrai. J'adore cette réplique, c'est tellement parfait, quoi. Genre. La scène est sympa et ça présente tous les personnages de façon hyper efficace aussi dans le train. Les gens, ils sont déjà dans un train. Ouais. Et puis Manuel Buard qui fait le taf aussi. Il fait le taf, il fait le taf. Elle a c'est un rôle féminin qui aurait pu être sûrement plus étoffé. C'était l'époque, voilà. C'est pas une potiche. Il faut attendre quand même Mission Impossible numéro 5, Rogue Nation, pour avoir un personnage féminin intéressant. Quoi. Ouais. Quand même. Oui. Oui, parce que sinon, dans le 2, Si, à part le 4 où on met quand même, il y en a une qui met un kick à Léa Seydoux. Oui. Et ça fait plaisir. Ouais, on la revoit pas, du coup. C'est bon qu'on la revoit pas d'ailleurs. Elle se fait dégager proprement. Léa Seydoux se fait défenestrer de la Burj Khalifa. Oui, c'est ça. Youpi, champagne, youpi. Non, mais ça... Plusieurs... Léa Seydoux, ah là là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette saga Si je vais noter quelques trucs supplémentaires, non, je refais le tour, quoi. Peut-être non, tellement non, parce que l'humour, on en a pas mal parlé, parce que c'est vrai que c'est un film qui est très drôle, tu vois, toutes les séquences de la CIA avec le mec qui vomit, tu sais, qui font vomir. Qui revient 10 fois aux toilettes, vraiment c'est du clown, mais le type il a une tête de droupie là, tu sais, là, de chien battu là, les joues qui tombent là. Ouais, c'est drôle parce qu'en plus c'est lui qui manipule, c'est lui qui est autorisé à manipuler un truc ultra secret, il y a une pièce, c'est un bunker, et tu vois le gars qui arrive avec sa tête de gentil, qui fait un peu le mec de bureau, quoi. Le mec de bureau, mais qui est dans sa routine, quoi. Il aurait pu être dans Matrix, tu vois, ce gars là. C'est dans les mecs qui sont dans les bureaux et tout, c'est ça, mais non, qu'il y a de plus. Et là, si on revient un de ceux de Mission Impossible 5, un des hommes de main de Max là, le blond à cheveux longs là, celui qui lui met le masque sur la tête, il est pas dans Die Hard, lui? Non, c'est pas lui. Il est où, lui? On le voit pas ailleurs, avec un autre type. Tu confonds pas avec le mec qui joue dans Pulp Fiction? Ah non, je vois à qui tu confonds, mais non, c'est pas lui. Ok, d'accord. Non, c'est pas lui. Mais par contre, ce gars-là, il reprend son propre rôle dans le 4. Ah bon? Oui. Tu sais, quand après la poursuite là, dans la tempête de sable là, Tom Cruise il doit contacter un type là, il se remet dans l'espèce de bateau là. Ah d'accord. Il va voir le blond sur le bateau et c'est lui. Il clin d'œil au film, il lui ressort la même cagoule cousue pour pas voir où il va d'accord. À mettre sur la tête. Pas dit... Ah d'accord. Je vais me le repasser. Je vais me le refaire, tiens. Voilà. Parce que j'adore le 4 en plus. Mais il est bien. Je vais me le repasser. Demain. Dans le cas, ce que j'adore au début, c'est la séquence dans la prison au début. Quand il s'échappe. Oui. Ça, elle est magnifique. Et il y a un côté très musical, c'est très chorégraphié, les combats, la caméra aussi. Enfin, il y a pour ouvrir un film, franchement, c'est top, quoi. Vraiment, là, t'es dedans, mais dès le début, quoi. C'est génial. Et puis, franchement, il y a des séquences de combat. Tom Cruise, il gère, quoi. Physiquement, déjà, tu sens qu'il a pris des cours de trucs. Tu vois, il saute d'un point à un autre et tout ça. Il y a des trucs très drôles dans le 4. Enfin, je trouve très très drôle le 4 pour le coup, mais encore plus aussi, que les autres. Mais l'humour, il faut Mission Impossible, c'est l'action et l'humour, quoi. S'il n'y a pas l'humour, ça devient. C'est un peu le pendant de James Bond quand même. Tu vois, il y a un côté. Mais je préfère largement Mission Impossible à James Bond. James Bond, il s'est un peu coincé, quoi. Tu vois. Ouais, puis surtout les derniers. C'est un peu coincé. C'est dans une espèce de charte aussi qu'il faut respecter, tu vois. Oui, c'est ça. Attention, ça fait quand même des années que ça existe. Maintenant, on en a fait. Enfin, il y a plein de mauvais James Bond. Ouais. Il y a des trucs très kitsch, hein, putain. Là, il était sur Prime, je me suis tous refait. Enfin, refait, il y en avait que j'ai jamais vu, mais c'est intéressant si tu veux. Mais je m'éclate vachement plus dans Mission Impossible. Ouais. Bah, c'est plus où ça va déjà, tu vois. Tu sens que James Bond, là, c'était les derniers.
Ça navigue entre le besoin de trucs concrets, très film d'action, espionnage un peu brut, mais qu'ils avaient bien réussi à faire au début, puis très vite ils ont essayé de mêler un peu la mythologie un peu fantasme avec le méchant qui a son monde, son univers, et du coup quand les deux se sont percutés, genre Spectre par exemple, j'ai détesté Spectre par exemple. Ouais, moi aussi. Alors qu'il y a un acteur que j'adore qui est Christophe Waltz, qui a un charisme de dingue, mais le film est chiant quoi. Ouais, c'est chiant. Ouais. Alors que c'est Sam Mendes qui est derrière quand même, tu vois, qui a fait Skyfall, qui a fait Skyfall juste avant quoi. Qui était quand même bien, Skyfall. Enfin, il a comme de la gueule. Il m'a cloué quoi. Ouais. Le dernier, il y a des trucs sympas, mais tu vois, des trucs sous-exploités. Par exemple, toute la scène avec Ana de Armas qui joue une espèce d'espionne un peu délivrée, qui a un personnage qui est trop cool en plus. Le bol d'air du film. Qui est trop bien. Et t'as envie d'en voir plus, parce qu'en plus, il y a une complicité qui est rigolote, tu vois, entre les deux. Ouais. Et c'est évacué en 5 minutes. Et c'est ça. Enfin, là, vous teniez un truc énorme, et vous l'avez laissé filer. Oui. Bon, bref, on digresse un peu encore. On digresse, mais oui, c'est ça. Mais ça fait des points de comparaison, quoi. Non, mais c'est des films d'espionnage, en fait. Ouais, c'est ça. En termes de films d'espionnage, après, voilà, des trucs plus sérieux, mais. Ouais. Je sais pas. C'est quoi ton film préféré ? Tiens, ton film préféré d'espionnage ? D'espionnage ? Ouais, comme ça, là. Je sais pas, je t'aurais peut-être dit celui-là en fait, un peu, bon, c'est un peu facile du mec qui veut se... Allez vas-y c'est bon. Non je sais pas, les films d'espionnage, remarque j'en ai vu un très bon, après c'est peut-être pas mon préféré mais... Reco, film d'espionnage, allez c'est parti. La taupe, je sais pas si tu l'as vu avec Gary Oldman. Je l'ai pas vu. Excellent. Je l'ai pas vu. Excellent, sur les services secrets anglais dans les années 60. Okay. Génial. Okay. Moi je te parlerais bien de Munich, de Spielberg. Sur les attentats des Jeux Olympiques de 72. Ouais. Je crois que c'est ça, non ? Je corrigerai. Si c'est pas ça, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin. Mais voilà, sur les attentats, et du coup la vengeance menée par le Mossad. Oui. Et incroyable. C'est un film incroyable qui est très dur même pour un Spielberg. C'est un Spielberg assez dur. Mais on pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus. Enfin, le film est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. C'est filmé d'une main de maître, les acteurs sont incroyables, l'histoire est hyper bien ficelée, il y a un suspense incroyable, il y a une réflexion sur l'opposition entre les Arabes et les Juifs qui est hyper intéressante et hyper juste de la part de Spielberg. Ouais, c'est un film qui est un peu dans l'oubli, je trouve, mais qui mérite d'être vu, qui est vraiment un film d'actu et qui sait, qui a une réflexion assez intéressante et assez humaniste pour le coup. Ce qui est le propre de Spielberg aussi, d'être humaniste. Oui. Mais à voir absolument. Ouais. Yes. Munich, sorti en 2005. Avec des acteurs super. Il y a Daniel Craig dedans, il y a Mathieu Kassovitz, encore un casting très où il a filmé aussi en Europe et tout ça. Ouais. Voilà. Donc très chouette. Cool. Voilà. Bon, je pense que on a fait un petit peu à la cool aujourd'hui. On avait quasiment pas de notes. Plus à la cool, mais bon, c'est vrai que moi, je l'ai tellement vu ce film. Je sais pas combien de fois je suis, mais vraiment, c'est toujours été ça a été un choc cinématographique. En plus, j'étais pas allé énormément au cinéma. J'en ai vu quelques films avant, mais pas beaucoup. C'était vraiment fait partie des débuts de ta cinéphilie. Cinéphilie, carrément, c'était vraiment un choc. Vraiment, Ouais, tu m'étonnes. Ça m'a marqué. Je ressens encore les émotions que j'avais à l'époque dans la salle. Démarrer avec un De Palma, c'est bien. C'est super, incroyable. Et on attend donc... on attend la suite. La suite. Dead Reckoning Part 2. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Carrément. J'ai pris mon pied, moi, le 7ème. Oh, non, ça se regarde tout seul, c'est du petit lait. Dès le générique, t'as la musique et tout est là. Ouais, c'est bon, je vais kiffer. Donc non, c'est top. Parce que je vous dis à chaque fois, moi, tu me demandes par exemple, il y a un film, une saga que tu vas voir au cinéma les yeux fermés, c'est ça. Ah oui, complètement. Il y a que ça pour moi, que ça. Ou Avengers, non je plaisante. Alors, il n'a pas. La vache. La tête qu'il a fait, bon. Oh mon Dieu. Voilà, c'était
C'était juste histoire de. Voilà. Ouais. Bref. Humour. T'as des lectures en ce moment ? Oui, bien sûr. Alors, toujours stand-up. J'avais fait mon premier sketch chanté avec une guitare hier soir. Voilà, donc. Trop bien. Je chiais dans mon froc juste avant. Comme vu que ça fait 1 an que j'avais commencé le stand-up tout court et qu'à l'époque je chiais déjà dans mon froc, j'ai fait un petit espèce de petit, revival anniversaire. Voilà. Cool. J'étais très content parce que ça a bien marché. Combien de temps ? Ça fait 1 an là ? Ça fait 1 an que j'ai commencé. Ok, ouais. d'accord. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Un peu plus d'1 an, mais c'était février de l'année dernière. Donc, ouais. Et sinon, à côté de ça, toujours ma troupe d'impro, la Spécial K à Rennes, voilà. Ok. Et puis, sinon, juste une petite reco film tant que j'y suis. Ouais, vas-y. Pauvre créature. Ok. Avec Emma Stone, voilà, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Ok. Exceptionnel. Ok. Voilà. Emma Stone et m'a scotché. Vraiment, il y a une mise en scène, une inventivité, c'est du bonheur. Vraiment, c'est trop bien. Je conseille, je le surconseille. Très bien. Moi, pas trop d'actu en ce moment, parce que là, il y a eu beaucoup de choses, des bonnes choses qui se sont passées dans ma vie perso et qui ont pris un peu de temps et qui vont encore prendre un petit peu, mais on reviendra bientôt. Et le podcast, d'ailleurs, va évoluer un petit peu aussi, donc on reviendra aussi avec des nouveautés. Voilà, et les gens reviendront, bien sûr, Maxime, Marie, tout ça vont revenir prochainement sur des prochains films. Et d'autres invités. Possiblement, bien sûr, on va essayer d'élargir un petit peu, de grandir comme on peut. Voilà. Moi, j'ai une petite reco à l'arrache, comme ça aussi, à laquelle je pense, qui est un peu en lien au film d'espionnage quand même. Enfin, plus ou moins, La vie des autres. Ah oui, je l'ai pas vu. Que j'ai revu, du coup, avant-hier soir. Très très bon film, très excellent, avec un personnage très intéressant, très bien foutu, très bien écrit, très bien joué, assez fascinant et dur comme film, c'est pas un film facile à regarder non plus. Oui, c'est sur la Stasi, avec un type en fait qui va écouter, qui va être chargé d'écouter un couple pendant un temps et finalement de choper le moindre truc pour leur tomber dessus et les arrêter. En fait, c'est un personnage qui est complètement déshumanisé, en fait, qui est complètement lisse et froid, jusque quand tu vois chez lui ou sa façon de s'habiller, de se déplacer, il a aucune humanité. Et en fait, il va découvrir, parce que du coup, il observe, il écoute un couple d'artistes. Et du coup, en fait, il va s'ouvrir à l'art. Et du coup, il va s'ouvrir, en fait. Et développer, en fait, son âme, en fait. Il va sortir un peu, il va devenir de plus en plus humain en découvrant l'art au travers de ces personnages. Et du coup, avoir une humanité. Et c'est génial. Et puis peut-être pas dit en plus, mais ça c'est pareil, c'est encore une lacune que j'ai, mais j'ai failli le voir 1000 fois, si ce truc, enfin 1000 fois peut-être pas quand même, mais je. Avec un fusil. J'ai entendu que du bien sur ce truc-là. Ah oui, c'est vraiment très très bien, et avec un fusil de Tchekhov qui est excellent. Je n'en dirai pas plus sur la fin du film, mais qui est bien vu. Voilà. Bon, on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur cette saga, mais on pourra pas tout résumer. Et puis là, on a 2 points de vue, donc c'est. Enfin, on a que 2 là-dessus, mais je pense qu'on aura. Peut-être qu'on du coup, on pourra peut-être faire la deuxième partie du deuxième Mission Impossible. Je pense qu'on pourrait la faire quand ça sortira. Pourquoi pas ? Pour revenir là-dessus. Voilà. Bon, écoute, merci. Merci Arthur. Et puis à très bientôt pour un nouveau film. On vous tient au courant. Voilà. Salut à tous. Salut, ciao.